Vers la fin de mon cursus secondaire, je me voyais accéder à l'école normale supérieure polytechnique, finir, avoir un bon emploi dans une grande entreprise, trouver, donc en fait, une vie normale, une vie posée. Mais dès lors que j'ai échoué le concours de Polytech, je me suis rendu compte que la vie était différente de celle qu'on voit dans les films. Ça fait que lorsque tu arrives à l'université de Douala, tu te rends compte que là-bas, c'est la jungle. Donc, soit tu fuis, soit tu deviens la victime, soit tu pleures, soit tu prends les devants. Donc, c'est là où je me suis rendu compte qu'il faudrait que je puisse trouver une activité génératrice de revenus. C'est à ce moment-là. Donc, j'ai commencé par les cours de répétition, comme je disais. C'est là où tout vient, les problèmes, tout. Et là, donc, je me suis rendu compte que gagner de l'argent, en fait, c'est assez intéressant. Nous recevons Franck Bianana ce matin. Bonjour Franck et bienvenue sur MC Business TV. Bonjour Elise. Raconte-nous ton week-end. Mon week-end a été très surchargé. Durant ces derniers temps, surtout en fin d'année, il faut faire des bilans. Et surtout que les choses ne se passent pas réellement comme prévu. Donc, il fallait un peu me déconnecter pour pouvoir remettre à jour l'ensemble des plateformes sur lesquelles on travaille. On veut vraiment plus connaître qui est Franck, comment il est, déjà ce qu'il fait. Peux-tu nous en dire mieux sur tes entreprises? Parce qu'on sait que tu en as plusieurs. En fait, moi, je me présente, je m'auto-proclame comme un créateur de solutions digitales. Donc, ça veut dire, ma vocation, c'est d'identifier des problèmes dans la société et d'apporter une solution digitale. Parce que je suis un passionné de programmation depuis l'âge de 10 ans. Donc, c'est mon quotidien en fait. Travailler comme là, je marche toujours à ma machine. Il n'y a pas un jour que je ne l'ouvre pas. Donc, c'est mon quotidien de discuter avec des clients, répondre à leurs besoins, descendre sur le terrain, manager des équipes. Donc, c'est un peu mon quotidien. Et en ce qui concerne les entreprises, je ne sais pas si c'est le moment de présenter toutes les entreprises. Voilà, en fait, globalement, comme là, à l'écran, vous avez la plateforme Manaschool, c'est le premier projet. Le premier projet de l'entreprise Manaschool Corporation qui nous reçoit aujourd'hui. C'est une plateforme de gestion d'établissements scolaires. Donc, elle permet à des chefs d'établissement de pouvoir être au courant en temps réel, comme là, vous voyez sur l'écran, d'être au courant en temps réel de l'ensemble des données concernant leur établissement scolaire parce que ce sont des informations que même des fois les chefs d'établissement n'ont pas, de savoir le nombre exact d'élèves parce qu'il y a toujours des magouilles qui se passent. Donc avec un système comme celui-ci, l'information est exacte, que ce soit vers les parents, que ce soit vers les élèves ou vers les administrateurs. Ensuite, on a une pub agency. Une pub agency vient après Manaschool parce qu'on s'est rendu compte que on s'était focalisé sur les établissements scolaires, mais après on s'est rendu compte que ça va beaucoup plus loin. Il y a des entreprises qui ont besoin de nos services. Et comme nous, on sait ce qu'on appelle la segmentation, on ne voulait pas mélanger les deux dans un même package. On a donc séparé une pub qui s'occupe donc de traiter les mêmes solutions, mais en direction des entreprises. Et la dernière solution que nous avons mise en place, c'est Aquila eShop Factory. Parce qu'en fait, avec une pub, comme nous menons plusieurs campagnes sponsorisées sur Facebook, 80% des entreprises et des particuliers qui nous demandaient un site web, c'était un site web e-commerce. Et à ce moment-là, on s'est aussi rendu compte qu'il faut segmenter. Voilà, il y a un besoin. Donc, on a créé une solution à côté qui permet donc à des particuliers ou à toute petite entreprise de se lancer dans le e-commerce en 24 heures. Donc, en 24 heures, quelqu'un peut avoir un site e-commerce et à partir de son téléphone, il manage toute sa boutique. Donc, c'est un peu ça pour les quelques entreprises. Je me suis justement rendu compte que la plupart de tes projets sont centrés sur l'éducation. Et même si on revient sur Manaschool déjà, en gros, c'est 4 entreprises. Oui. Pourquoi justement centrer ces projets dans ce domaine-là? En fait, moi, j'ai toujours été, particulièrement depuis mon jeune âge, j'ai vécu près de
mon établissement scolaire. Donc, j'étais en contact avec mes professeurs et en fait mes encadreurs avant, pendant et après l'école. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de manquements dans l'éducation. Et puisque j'ai dit je suis un créateur de solutions digitales, il fallait donc pouvoir proposer des solutions adaptées. Et comme j'ai dit, il n'y a que Manaschool en fait. Manaschool, c'était le projet, on peut dire le projet de vie. On a dit on va développer cette solution. Mais après, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on évoluait, on découvrait de plus en plus des problèmes et il fallait apporter des solutions. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que l'éducation, en fait, et surtout que l'éducation, c'est la base d'une nation. Si on n'est pas bien éduqué, on ne peut rien faire. Donc, c'est pour cela qu'on s'est focalisé sur l'éducation à travers ces différentes plateformes. Parle-nous de Manjaro. Quel est l'intérêt pour un chef d'entreprise d'investir ou alors de venir vous croire pour ce service-là? Manjaro, en fait, c'est un service de dématérialisation des entreprises. Donc, on va vers une entreprise qui a un problème parce que le plus souvent, les entreprises, il y a deux phases. Il y a une phase où elles sont en phase de lancement. Là, le plus souvent, il n'y a pas trop de soucis. Mais lorsque l'entreprise fonctionne déjà, il y a ce qu'on appelle un souci de paperasse, un souci d'archivage. Et à ce moment-là, ça devient très compliqué. Parce que le cas d'espèce où nous sommes en train de travailler, c'est avec une entreprise nommée Cinetrans SA. Ce sont des transitaires, ils sont situés à quoi? Ils ont les transitaires, en fait, lorsque quelqu'un, si par exemple tu veux importer une voiture, tu dois confier l'importation à un transitaire. Et il y a une tonne de paperasse qu'il faut transmettre. Donc, ce qui se passe, c'est que dans cette paperasse, si un membre de l'équipe enlève un fichier, un document qui est important, par exemple le DG ou alors l'enleveur qui doit aller sur le terrain pour enlever la marchandise, s'il ne se rend pas compte que l'ordre de transit n'est pas présent, ça peut le buter devant. Nous, donc, avec une plateforme comme Manjaro, on vient dans l'entreprise, on étudie le circuit, on étudie le système d'information et on met en place une plateforme qui permet à toute personne qui est en traitement, en contact avec le dossier, de pouvoir noter si j'ai enlevé l'ordre de transit, je note l'ordre de transit n'est pas présent. Ça fait que le DG, parce que le DG c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, lorsqu'un client l'appelle aujourd'hui, il n'a plus besoin de s'affoler comme avant. Il consulte juste la plateforme, il a juste besoin du numéro du dossier, il accède, il sait exactement tout ce qui s'est produit concernant ce dossier. Donc, c'est aussi un service très phare que nous proposons aux entreprises et nous invitons les chefs d'entreprise à nous contacter, à requérir nos services pour pouvoir dématérialiser et pouvoir propulser leur entreprise. Alors, Franck est un passionné de programmation depuis l'âge de 10 ans qui a décidé de trouver des solutions. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic, est-ce qu'il y a eu une histoire qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Pourquoi on va choisir l'entrepreneuriat au lieu peut-être d'aller travailler? En fait, il y a eu une succession d'événements. Les premiers, en fait, avant, je me voyais surtout, c'est vrai, je me voyais dans l'informatique, mais vers la fin de mon cursus secondaire, je me voyais accéder à l'école normale supérieure polytechnique, finir, avoir un bon emploi dans une grande entreprise, trouver, donc en fait, une vie normale, une vie posée. Mais dès lors que j'ai échoué le concours de Polytech, je me suis rendu compte que la vie était différente de celle qu'on voit dans les films. Donc il a fallu aller à l'université de Douala. Et là, parce que durant tout mon cursus secondaire, on n'avait pas encore une certaine liberté. Donc tout était contrôlé par les parents. Ça fait que lorsque tu arrives à l'université de Douala, tu te rends compte que là-bas, c'est la jungle. Donc soit tu fuis, soit tu deviens la victime, soit tu pleures, soit tu prends les devants. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il faudrait que je puisse trouver une activité génératrice de revenus. C'est à ce moment-là. Donc j'ai commencé par les cours de répétition, comme je disais, c'est là où tout vient, les problèmes, tout. Et là, donc, je me suis rendu compte que gagner de l'argent, en fait, c'est assez intéressant. Donc, parce que c'est le conseil que je donne toujours à tout étudiant, quel qu'il soit, où qu'il soit, si tu ne gagnes pas encore de l'argent, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Il y a des problèmes même il y a des situations que tu ne peux pas encore réellement comprendre. Même ceux qui vont sur Facebook, il y a des personnes qui font des commentaires sur Facebook. Tu comprends qu'il n'a pas encore une certaine compréhension de la vie, de l'environnement. Ça veut dire,
il n'a pas encore son destin en main. Donc, c'est à partir du moment où j'ai commencé à gagner de l'argent que je me suis rendu compte que ça, c'est la voie à suivre pour pouvoir devenir riche, parce que j'ai toujours voulu devenir très riche. Ça ne pouvait pas se passer dans un petit emploi. Non, il fallait créer des solutions qui allaient toucher un maximum de personnes, parce que c'est notre point d'ancrage. Nos solutions ne sont pas destinées à une particularité de personnes. Notre objectif, c'est atteindre le niveau de Facebook. Parce qu'aujourd'hui, Facebook gagne des milliards par seconde. Pourquoi? Parce qu'il touche des milliards de personnes. Quand on touche des milliards de personnes, on n'a pas besoin que ces milliards de personnes nous donnent des millions. Ils ont juste besoin de nous donner quelques revenus pour qu'on puisse générer des chiffres d'affaires énormes. Donc, c'est globalement comme ça que cette idée d'entrepreneuriat est venue. Et surtout que j'ai été motivé par mon père et ma mère qui sont des entrepreneurs. Parce que ça aussi, c'est souvent le problème avec des étudiants ou alors des jeunes qui ont besoin de se lancer. Lorsque vous n'avez pas le soutien de la famille, c'est assez compliqué. Or, de mon côté, j'ai le soutien total de mon père qui est un vendeur. Donc, c'est même de nous ici au bureau, c'est lui qui nous coach avec les équipes. Il nous donne son expérience en termes de marketing, de vente. Ça nous permet donc de pouvoir, même lorsqu'on veut douter, lorsqu'on veut abandonner, il nous motive et ça fait que on est sûr d'arriver à bon port. Tu es parti d'un rêve, celui d'être riche. Oui, oui. Et de ce rêve-là, tu as fait des cours de répétition qui t'a donné cette idée de lancer Manaschool, qui regroupe 4 entreprises, hormis les 2, donc ça fait 6 entreprises. Oui, oui. Mais ça fait depuis combien de temps déjà tu t'es lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat? Depuis très tôt. Comme j'ai dit, mes parents sont des entrepreneurs. Donc ça veut dire, je ne connaissais pas ce qu'on appelle papa est parti le matin au travail, il est rentré le soir, non. Ma mère, par exemple, elle est une commerçante. Elle commercialisait des denrées alimentaires dans l'établissement où je vivais. Donc, je suis né dans l'entrepreneuriat, si on peut dire ça comme ça. J'ai vu ma mère se lever à 4 heures tous les jours jusqu'à dimanche. Donc, c'est depuis très tôt, en fait, depuis très jeune. Et même pendant les vacances, on faisait des petits commerces. Donc, comme je disais, c'est vrai que pour l'argent qu'on gagnait, le plus souvent, on n'avait pas ça entre les mêmes parce qu'il fallait remettre aux parents. Mais c'est vraiment, ça nous a permis de comprendre, en fait, comme j'ai dit, il y a des choses que lorsqu'un jeune ne fait pas, il va se plaindre d'une certaine façon. Or, nous, par exemple, on ne pouvait plus se plaindre comme certains enfants qui se fâchent lorsque le parent ne réussit pas à lui acheter ceci. Parce que nous, on comprenait en fait ce qui se passait. On n'avait pas assez de moyens, donc il fallait réfléchir autrement. Mais il t'a fallu combien de temps pour bâtir tes 6 entreprises? Du moment où tu te dis, ok, ça va, je me lance à mon propre compte, je lance mes propres entreprises, c'est décidé, il t'a fallu combien de temps? Là, c'est en partie de 2018. Comme j'ai dit, à partir du moment où je suis allé à l'université. Parce que c'est là où, en fait, entre guillemets, le déclic est... Et c'est en 2018 que tu décides officiellement de lancer ta première entreprise? La première entreprise n'était pas réellement formalisée parce que j'étais plutôt en mode freelance. Parce que j'avais des petits jobs. Mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à constituer une équipe, donc à partir de la 2e année à l'université. 2019. Où après un projet d'étudiant qu'on nous a donné à l'école, on a continué parce que nous, on ne fait jamais les choses à moitié. On a continué. C'est là où je me suis rappelé donc que durant toute mon enfance, j'ai vécu près de mon établissement scolaire parce que c'est là où on a fait vraiment au lycée bilingue de Bonabéry. C'est là où on a fait les tests parce que développer une plateforme comme ça, ce n'est pas évident si vous n'avez pas des experts à côté. Parce que moi, je ne suis pas un expert en gestion académique, en gestion administrative d'un établissement, mais comme j'avais de très bonnes relations avec mes enseignants, mes encadreurs et même mon proviseur, M. Kounijan, ça a fait que pour développer cette plateforme, ça a été beaucoup plus facile de faire interagir les intervenants. Donc, et comment tu fais pour gérer plusieurs entreprises à la fois, être à la tête de plusieurs entreprises, comment tu t'en sors? En fait, pour gérer autant d'entreprises, il faut avoir vraiment beaucoup de dynamisme. Parce que, en fait, déjà avec la passion, c'est beaucoup plus facile. Et surtout quand on a une équipe bien soudée. Parce que j'ai compris depuis depuis le moment où j'ai lancé Manaschool que pour créer une très grande entreprise, ça ne peut pas se faire seul. C'est pour ça que j'ai dit au début, j'étais en mode freelance, mais après, je me suis constitué en équipe. Donc, j'ai commencé à transmettre mon expérience très vite. Ce qui fait que, par exemple, l'ensemble des plateformes que je vous ai signalées, il y a un responsable qui s'occupe de ça. Chaque responsable pour chaque plateforme. Donc,
Ce que j'ai fait avec Manaschool, la communication sur Facebook, les réseaux sociaux, la recherche de clients, le suivi clientèle, j'ai essayé de transmettre, je continue d'essayer de transmettre ça à chaque responsable. Ça fait que ça pèse moins lourd. Donc, on a des réunions régulièrement qui nous permettent de faire le point. Et comme je vous ai dit, il y a le soutien de mon père qui est le responsable commercial. Donc, ça veut dire que c'est lui qui nous oriente parce qu'une entreprise comme celle-ci, le problème souvent avec les passionnés comme nous, c'est qu'on oublie que l'objectif de l'entreprise, c'est gagner de l'argent. Donc, quand on se met comme là, quand je suis arrivé, j'étais en plein développement sur la plateforme Aquila qui doit être lancée d'ici fin décembre. Quand on se lance à l'intérieur, c'est comme un monde, comme le monde que Mark Zuckerberg est en train de créer, le métavers. Donc, on s'oublie complètement. Ça fait qu'on néglige les clients, on oublie en fait que tout ce qui se passe là, les locaux, c'est l'argent. Oui. Donc, mon père continue de nous mettre dans la pression. Ça fait que ça nous ramène à un certain équilibre. Et aujourd'hui, combien d'employés tu as? Nous sommes à près d'une vingtaine d'employés. En moins de 4 ans, vous êtes... Oui, oui. Ok. Et justement, qu'as-tu sacrifié pour être la personne que tu es aujourd'hui? Le sacrifice a surtout été en termes de... Comment dire? Parce que quand on est jeune, le plus souvent, on aime se faire plaisir, on aime se balader, faire des visites. Mais en fait, depuis que je me suis lancé dans cette activité, le temps est devenu une chose très rare. Donc, je vais dire, c'est mon temps vraiment que je sacrifie. Et c'est pour cela que l'objectif, c'est de pouvoir développer, parce que ça, c'est mon objectif en particulier avec mes entreprises, c'est de pouvoir développer 100 plateformes différentes qui va toucher un secteur d'activité. Et à partir du moment où on va toucher un certain nombre de personnes, parce que la vraie richesse, ce sont les gens, ce n'est pas l'argent. Lorsqu'on aura touché un certain nombre de personnes, on va pouvoir renverser la cadence. Parce que présentement, on sacrifie le temps, mais à partir du moment où les plateformes seront bien mises en place, elles vont commencer à plutôt nous permettre de générer beaucoup plus de chiffres d'affaires. Donc, c'est plus un investissement qu'un sacrifice. Lorsque tu décides de lancer ta première entreprise en 2019, quel âge tu avais? J'avais 19 ans, je suis né en 2000. Est-ce que tu trouves que la plupart des jeunes aujourd'hui ont du mal à se lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que oui. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les jeunes ne se lancent pas. Premièrement, ça dépend de l'environnement. Si je suis dans un environnement où le parent a un bon travail, les parents ont un bon travail, ont des rémunérations mensuelles chaque fois, il n'y a pas de soucis. Je ne peux pas avoir cette rage-là parce que comme j'ai dit, la rage que j'ai eue, c'est parce que je me suis rendu compte qu'à l'université, il y avait à dépenser, Donc soit j'allais commencer à pleurnicher pour qu'on me donne beaucoup plus d'argent de poche, soit il me fallait générer moi-même cet argent. Et ce déclic-là, ça ne vient pas seul. Il faut qu'il y ait un événement qui pousse la personne. On peut dire en gros que la société ou bien la situation dans laquelle on grandit nous pousse à devenir l'homme. Oui, automatiquement. L'homme qu'on veut être. Oui, exactement. Quelles sont donc pour toi les difficultés que tu rencontres ou que tu continues de rencontrer en tant qu'entrepreneur? Les difficultés sont de deux ordres principalement. Il y a les difficultés financières, il y a les difficultés en ressources humaines. Parce que en termes de difficultés financières, ça, ce n'est pas une nouveauté. Toutes les jeunes entreprises, les startups souffrent d'un problème particulier qui est le financement. Parce qu'un projet comme Manaschool ne peut pas être rentable sur les 2 à 3, c'est minimum 5 ans pour commencer à être rentable, pas pour générer. On peut générer même 1 milliard, mais on n'est pas rentable parce que tout ce qu'on va générer sera réinvesti. Mais pour lancer un projet comme celui-là, ça demande des investissements colossaux. Et lorsqu'on n'a que son équipe, on n'a que ses ressources personnelles, on n'a que l'argent qui vient des clients qui est généré, c'est un peu compliqué. Donc, il y a ce problème-là. Mais je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on est en train de rechercher des financements de ce côté-là. Et j'invite aussi toute personne qui voudrait investir dans un projet futuriste comme celui-là de pouvoir nous contacter. Et maintenant, le vrai problème qui est vraiment très crucial, c'est le problème de ressources humaines. Parce que même si un projet comme Manaschool a réussi à lever 500 millions de dollars, si on n'a pas les hommes capables de mettre en place ces projets, ça ne servira à rien.
Donc c'est ce problème-là qu'on a aujourd'hui, de trouver des jeunes qui sont capables de rêver. Parce qu'aujourd'hui, rêver, c'est la chose la plus complexe qu'un jeune Camerounais a à faire. Les jeunes Camerounais ne rêvent plus. Or, le rêve, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est donc trouver donc des personnes qui sont capables de rêver, de travailler, de se donner, de sacrifier du temps pour un projet qui va porter à une échelle internationale. C'est ça qui est réellement compliqué. Parce que comme vous avez dit, gérer autant de plateformes, gérer autant de clients, parce que ce ne sont pas des services comme par exemple on va dire la création par exemple des flyers. S'il faut créer des flyers, un client vient créer son flyer, un deuxième client vient créer son flyer. Mais une plateforme comme Manaschool, un simple établissement, c'est près de 5000 personnes, 5000 utilisateurs à gérer. Imaginez 10 établissements, ça fait 50 000. Donc et on est en train de vouloir toucher encore plus. Donc c'est vraiment trouver des personnes adéquates qui sont capables de supporter ce type de pression qui est réellement compliqué. Donc ça fait que quand on en trouve, on est vraiment un peu libéré d'une certaine façon. Donc ce sont les deux difficultés que nous traversons, mais puisque depuis très vite, j'ai compris que lorsqu'on a un problème, il y a une solution. Il suffit simplement de bien regarder à gauche, à droite, on va trouver l'opportunité derrière. Donc. Alors, on l'a compris, Franck est un rêveur, mais pour ceux qui nous connaissent, on veut aller un peu plus loin. Qui est Franck? Franck, comme j'ai dit, Franck, en fait, je ne me définis pas plus loin que ce que je fais. Franck, c'est quelqu'un qui veut toucher un maximum de personnes, qui veut impacter des personnes. Moi, particulièrement, une chose que il n'y a que très peu de personnes qui connaissent. En fait, ceux qui me connaissent, c'est que je suis fan de l'humain. La chose, bon, pas la chose, l'être le plus, comment dire, évolué, c'est l'humain. Et puisque je m'attarde à comprendre l'humain, ça fait que le plus souvent, les relations que j'ai sont des relations très profondes. Parce que moi, je me mets toujours à la place de l'autre. Donc, ça fait que j'ai difficilement des problèmes très complexes avec des gens parce que lorsque j'ai un problème, je sais que quand j'ai un problème avec Élise, c'est que j'ai ma part de responsabilité. Il faut donc juste trouver le compromis qui va nous permettre de continuer l'aventure malgré nos différences. On va terminer avec un mot pour tous ces jeunes-là qui ne rêvent pas, ou ces jeunes-là qui rêvent mais qui n'arrivent pas à oser. Ou pourquoi pas un message à tous ces jeunes que tu veux interpeller, pourquoi pas pour venir participer à l'évolution de ton projet? En fait, j'ai trois mots. Le rêve, la consistance et la résilience. Le rêve d'abord, pourquoi? Parce qu'il faut un objectif. Si on ne sait pas où on va, c'est normal qu'à un moment donné, on s'arrête et on abandonne tout. Mais si on sait, je m'en vais au sommet du Kilimandjaro, on sait déjà d'office qu'il y a un chemin. C'est le chemin donc, pour parcourir ce chemin-là, qu'il faut de la consistance. Parce que la consistance va nous permettre de faire le maximum qu'on peut chaque jour. Parce que si on ne fait pas le maximum qu'on peut chaque jour, on ne pourra pas se démarquer des autres. On sera toujours dans le tas. Et ensuite, la résilience. Parce que lorsqu'on a le rêve, on a l'équipe, on a le chemin, on a la consistance de faire le maximum. Des fois, tu peux faire 1000% aujourd'hui, 1000% demain, 1000% sur un mois, mais tu n'atteins pas tes objectifs, parce que la vie est comme elle est. Mais il faut donc cette résilience-là pour continuer à faire le maximum, continuer à combattre chaque jour pour pouvoir atteindre l'objectif qui est vraiment d'impacter le monde. Donc ce sont ces trois mots, le rêve, la consistance et la résilience qui va permettre à tout étudiant, à tout jeune Camerounais, à tout jeune Africain de pouvoir se définir et d'oser. C'est justement avec ces mots remplis de sagesse que nous allons vous dire au revoir et vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Merci.